Un grand vide. C'est l'effet que ça me fait après 6 mois. 6 mois que je ne suis plus venue ici. Nous l'appellerons Kay car elle tient à garder l'anonymat. Kay travaillait dans cette clinique de Montgomery, aujourd'hui fermée, l'une des 3 seules cliniques à pratiquer des avortements en Alabama il y a 6 mois encore. C'est triste de savoir qu'il y a des femmes qui auraient bien besoin d'être ici. Voilà la salle où se faisaient les avortements. Le ménage n'a plus été fait depuis 6 mois. Il y a un peu de poussière partout. Bientôt, tout sera vide. Meubles, matériel et appareils ont été vendus. Ça, c'était l'accueil où je travaillais. Il y a encore les noms des patients, les numéros de téléphone de tout le personnel. Et les calendriers sont restés au mois de juin. En juin dernier, la Cour suprême des États-Unis révoque le droit à l'avortement au niveau fédéral, laissant à chaque État le choix de l'autoriser ou pas sur son territoire. Depuis, l'IVG est interdite en Alabama et la clinique fermée. Pour Kay, c'est une chape de plomb qui s'est abattue. Je pensais travailler ici jusqu'au jour de ma mort. Pas jusqu'à ma retraite, mais jusqu'à ma mort. C'est dingue de perdre son travail alors qu'on n'a rien fait de mal. Kay nous raconte comment pendant 5 ans, elle a accueilli les patientes qu'elle accompagnait aussi pour leurs examens médicaux. La messagerie de la clinique est toujours reliée à son portable et elle reçoit encore des appels. On a encore reçu des appels, pas plus tard qu'hier et avant-hier. Des patientes qui demandent une prise en charge. Des avortements devenus impossibles dans tout l'État après la décision de la Cour suprême. Ce n'était pas une surprise. On savait que l'Alabama serait le premier État à réagir, vu toutes les lois déjà votées pour restreindre l'avortement. Kay nous emmène au Capitole, dominé par les républicains, conservateurs et religieux. C'est là qu'en 2019, le Sénat a voté une loi qui interdit l'avortement, même en cas de viol ou d'inceste. Mr. Ward. Mr. Watley. Adoptée par 26 voix contre 6, tous des hommes blancs, la loi fait de l'IVG un crime passible de 99 ans de prison. Elle est entrée en vigueur dès le volte-face de la Cour suprême. L'homme qui a rédigé cette loi, le voici. Eric Johnston est avocat et fondateur de la coalition Pro-Vie. La loi reconnaît l'enfant à naître comme un être humain à part entière, qui doit être protégé par nos lois. La manière dont est conçu l'enfant ne détermine en rien si cet enfant doit être gardé ou pas. En clair, peu importe si l'enfant est conçu au sein d'un couple marié qui l'a voulu, conçu par un couple non marié par accident, qu'il soit le résultat d'une fertilisation in vitro, d'un viol ou d'un inceste. Dès que l'enfant est conçu et que l'œuf fertilisé est implanté dans l'utérus, alors c'est une personne qui est protégée par la loi. Le viol et l'inceste sont des actes horribles, mais ils restent très très rares. Pour cet avocat qui se reconnaît comme un homme de foi, l'objectif de la loi serait aussi de protéger les droits des femmes. Nous ne poursuivons pas les femmes. Cette loi ne criminalise pas les femmes, mais les médecins avorteurs. Si une femme décide d'avorter, elle a le droit de se rendre dans un autre État où c'est légal de se faire avorter. Aller dans un autre État, c'est donc la seule option désormais. Mais encore faut-il pouvoir se le permettre. La clinique la plus proche est à 8 heures de route. Il faut prendre au moins 3 jours de congé, se loger, sans compter le prix de l'avortement, 500 $. Dans ce sud conservateur où l'avortement reste un tabou, cette loi génère surtout de la peur. C'est pourquoi aucune femme ayant avorté n'a accepté de témoigner, même de façon anonyme. Il y a de la peur à tous les niveaux. Il y a la peur des femmes qui n'ont plus accès à l'avortement, la peur de leurs partenaires et leur entourage. Et puis, il y a bien sûr la peur des médecins qui sont les premières cibles de la loi
comme tous ceux qui les aideraient à pratiquer un avortement. En plus, la loi reste très vague. Par exemple, si je dis à une patiente « Tu peux t'adresser à cette clinique, voici leur numéro », est-ce que cela fait de moi une complice? C'est possible. D'ailleurs, nos avocats nous conseillent de nous taire. Moi, si je ne montre pas mon visage, c'est parce que je ne veux pas perdre mon travail. Et je pourrais le perdre, juste parce que je parle d'avortement avec vous. Ils pourraient se rendre compte que j'ai travaillé dans une clinique et que je ne partage pas leurs valeurs. Dans ce climat de peur, les seuls qui osent s'exprimer et s'exposer sont des militants. Presque toujours des militantes d'ailleurs. Elles continuent à défendre les droits des femmes et leur accès aux soins dans les limites floues de la loi. Vous avez le dossier de la patiente suivante. Donc, nous avons... Yashika Robinson est de cette trempe-là. La gynécologue obstétricienne partage un cabinet à Huntsville, dans le nord de l'État. Jusqu'à fin juin et l'interdiction de l'avortement en Alabama, elle travaillait aussi dans une clinique privée de Huntsville, l'une des 3 de l'État accueillant les femmes voulant mettre fin à leur grossesse. Car pour le docteur Robinson, l'avortement fait partie des soins de santé. Mais aujourd'hui, elle ne peut qu'accompagner des femmes en détresse. L'avortement est totalement interdit. Nous ne pouvons plus pratiquer d'avortement, ni chirurgical, ni par médicament. Mais je suis médecin gynécologue et j'ai pratiqué des avortements. Je ne suis donc pas obligée de renvoyer une patiente. Une femme qui a mis fin à sa grossesse dans un autre État a toujours le droit d'être soignée. Et comme elle ne peut plus obtenir ce soin ici, le moins que nous puissions faire, c'est d'assurer le suivi post-avortement de cette patiente et l'accompagnement dont elle a besoin. Aujourd'hui, justement, une jeune femme est venue me consulter pour un suivi post-avortement. Elle s'est rendue dans un autre État pour mettre fin à sa grossesse par pilule abortive. C'est une méthode sans risque et très efficace, mais pas à 100%. Cette femme présentait encore des symptômes de grossesse, alors elle voulait s'assurer qu'elle n'était plus enceinte. Et nous avons constaté ce matin qu'elle était toujours enceinte. C'est donc une patiente qui a déjà fait le voyage vers un autre État. Et là, elle va devoir recommencer. En Alabama, comme dans tout le pays, l'accès aux soins est difficile quand on ne peut pas se payer une bonne assurance santé. Et pour le docteur Robinson, l'interdiction de l'avortement va encore accentuer la fracture entre les plus riches et les défavorisés. Je suis particulièrement inquiète des effets de cette loi sur les femmes de couleur. Nous, les Noirs, nous sommes ceux qui, de tout temps, ont eu moins accès aux soins. Nous sommes ceux qui n'ont jamais bénéficié de soins de bonne qualité. Et je pense que nous sommes ceux qui allons souffrir davantage avec cette loi, car ce sont les membres de notre communauté qui auront le plus de difficultés à se rendre dans un autre État pour obtenir un avortement. Difficulté à faire garder les enfants pour prendre des congés et même pouvoir se permettre le luxe de perdre plusieurs jours de travail. Je pense que beaucoup de femmes vont mourir parce qu'elles seront forcées de mener à terme une grossesse qui met leur vie en danger, juste parce qu'elles n'auront pas pu surmonter ces nombreux obstacles et se rendre là où elles pourraient obtenir l'aide d'un médecin. Loin du cabinet du docteur Robinson, très loin des quartiers huppés du centre-ville, nous sommes dans la banlieue de Birmingham, la plus grande agglomération de l'Alabama. Une banlieue pauvre où vivent surtout des Afro-Américains. Dans cet État du Sud, théâtre d'épisodes dramatiques de la lutte pour les droits civiques des Noirs, une forme de ségrégation persiste. Elle est économique, sociale, mais aussi dans l'accès à l'éducation et aux soins de santé.
C'est dans ce quartier que s'est installée l'association Yellowhammer Fund. Dans ces sacs, on a différentes protections périodiques. Des serviettes et des tampons. Et puis, dans ces sacs, il y a ce qu'on appelle le plan B. Vous savez, c'est la pilule du lendemain, la contraception d'urgence. Et il y a aussi des informations sur l'avortement et où se procurer la pilule du lendemain dans ce quartier. Une fois par mois, c'est porte ouverte, distribution de produits d'hygiène et contraceptifs, souvent très chers. L'occasion aussi de donner des informations à une population qui en manque cruellement, car en Alabama, il n'y a pas de cours d'éducation sexuelle à l'école. Il y a des tas de choses qu'il faudrait enseigner. Par exemple, qu'il faut prendre des bains et être propre aux bons endroits. Et dire aux jeunes qui mélangent leurs fluides corporels qu'ils risquent d'attraper des maladies sexuellement transmissibles comme le sida. Qu'ils peuvent tomber malades parce qu'ils ne savent rien à propos de leur corps. L'éducation et l'accès à la contraception, c'est tout ce que peut faire Yellowhammer depuis que l'IVG est interdite en Alabama. Auparavant, l'association qui vit de dons permettait aux femmes qui n'en avaient pas les moyens d'interrompre leur grossesse en Alabama, voire dans un autre État. La loi a mis fin à ce qui était notre mission principale, c'est-à-dire financer des avortements. Avant, on aidait financièrement environ 150 patientes par semaine. Là, c'est fini. Avant la loi, le taux de mortalité maternelle chez les Noirs était déjà 3 fois plus élevé que chez les Blanches. Les chiffres sont terribles. Et c'est surtout vrai ici, en Alabama. Cette loi est une menace de mort. On ne s'en sortait déjà pas avec l'accouchement, alors ce sera pire maintenant, sans possibilité d'avorter, sans aide sociale, juste avec le peu de soins de santé disponibles en Alabama. Dans ce quartier où les violences envers les femmes sont fréquentes, l'avortement est souvent un moyen de contraception. Parmi les filles avec qui j'étais à l'école, beaucoup sont tombées enceintes. Elles ont eu des bébés. L'avortement devrait être un choix. Priver les femmes de ce droit, ce n'est pas bien. C'est notre corps, notre choix. On devrait avoir le choix de garder son enfant ou pas. Surtout quand on a été victime d'un viol. Alors sont les moyens pour se rendre dans un État où l'IVG est légal, certaines s'inquiètent d'une explosion des avortements clandestins. Il y aura des morts qu'on aurait pu éviter parce que si tu vas dans un endroit qui n'est pas stérile, chez quelqu'un qui n'a pas été formé aux avortements, bien sûr que tu t'exposes à des complications. Quand on sillonne l'Alabama, impossible de ne pas les remarquer, les églises sont partout. L'Alabama est un État très religieux. Les 3/4 de la population se disent chrétiens. Protestantes ou catholiques, les églises sont influentes. Elles possèdent des hôpitaux où, bien sûr, les soins sont en accord avec la foi. Et comme nous l'explique Kay, elle gère aussi ce qu'on appelle ici des fake cliniques, des fausses cliniques d'avortement. Il y avait 3 cliniques d'avortement en Alabama contre une 50aine ou peut-être plus de centres de crise pour la grossesse. L'objectif de ces fake clinics, c'est de tromper les patientes pour les dissuader de se faire avorter. Surprenant car le combat est gagné, mais là non plus, nous n'avons pas pu entrer avec notre caméra, ni dans aucune autre fake clinique. Elles sont toutes gérées par des organisations chrétiennes, des organisations catholiques. Tu entres, tu dis que tu es enceinte et que tu penses avorter. Dès que tu entres, bien sûr, ils te font un test de grossesse. Et puis, ils te forcent à regarder l'échographie et à écouter les battements du cœur s'il y en a. Et ils parlent de bébé, toi, ils t'appellent maman. Et toutes ces choses dégoûtantes qui sont dures à entendre pour quelqu'un qui ne veut pas être parent, qui ne veut pas de cette grossesse.
La Bible brandit pour s'opposer à l'avortement et protéger la vie du fœtus, quel qu'en soit le prix. Toutes les églises ne sont pas aussi dogmatiques. Elles sont certes une minorité, mais une dizaine de congrégations sont plus ouvertes sur la société, donc plus tolérantes. C'est le cas de cette paroisse presbytérienne. En Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Que Dieu en soit remercié. Les révérends de la paroisse ont pris position contre la loi anti-avortement dès son vote. Dans le prêche ce dimanche-là, une pensée pour les détenus, les SDF, les homosexuels et pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Personne n'est pour l'avortement. Personne ne rêve de subir un avortement. C'est une solution d'urgence. Ce n'est pas quelque chose qu'on aborde avec enthousiasme, mais c'est parfois tout simplement nécessaire. Nous faisons le maximum pour tenter d'éliminer les raisons qui peuvent amener une personne à devoir prendre cette décision. Par exemple, l'une des choses pour lesquelles nous nous battons, c'est l'accès aux soins pour tous. Quand on n'a pas accès aux soins, on ne peut pas mettre au monde un enfant en bonne santé. Nous attendons avec impatience le jour où chaque grossesse pourra bénéficier de tout ce qui est nécessaire. Mais voilà, nous ne vivons pas dans ce monde-là. Et quand on lui parle de ceux qui se revendiquent pro-life, donc pour la vie, parce qu'ils sont contre l'avortement, je dirais que nous sommes pro-life. Nous soutenons tout ce qui améliore la vie des femmes. Nous soutenons tout ce qui améliore la vie des enfants. Nous œuvrons en faveur d'une société dans laquelle les gens auraient les moyens de vivre, de s'épanouir. Nous défendons la vie dans un sens beaucoup plus large que simplement la vie in utero. En Alabama, comme dans tous les États-Unis, l'avortement reste un sujet très clivant. Ici, on est viscéralement pour ou contre. Selon le dernier sondage Gallup, 55% des Américains défendent le droit à l'avortement. Pour 39%, c'est un crime. Deux camps qui s'affrontent aussi devant les cliniques d'avortement. Au milieu, ce qu'on appelle les cliniques escortes, identifiables à leur gilet, les anges gardiens des femmes venues se faire avorter, protégeant leur identité derrière d'immenses parapluies. Notre rôle, en tant qu'escorte, était de protéger les patientes des manifestants sur le trottoir. Il y avait des ultra-religieux qui se postaient en face de la clinique et qui hurlaient les pires insultes qu'on puisse imaginer. Cathy était escorte à la clinique d'avortement de Huntsville pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, le calme est revenu ici car on ne pratique plus d'IVG en Alabama. Mais 30 ans de lutte, ça crée des liens. C'était tellement bien de rencontrer des gens qui avaient les mêmes idées, car en Alabama, presque tout le monde est religieux et conservateur. Alors être avec eux, c'est magnifique. Alors, avec d'autres escortes, ils se retrouvent une fois par mois dans la salle d'attente de la clinique pour évoquer les attaques contre les médecins et les bâtiments, les moments émouvants aussi. Et cette gamine qui est arrivée, elle avait l'air plus jeune que ma petite fille de 9 ans. Quand j'ai compris ce qui se passait, ça m'a brisé le cœur. Savoir que cette fillette si petite, si frêle, était enceinte, ça m'a bouleversée. Et ces idiots de religieux qui voulaient la forcer à poursuivre sa grossesse. Car pour eux, on ne tue pas l'enfant pour les péchés de son père, mais peu importe que cette fillette meure. Et ce projet de loi où le violeur doit autoriser sa victime à se faire avorter. Ils ont à peine revêtu leur gilet qu'en surprise. Ici, le docteur Robinson est une véritable héroïne car en plus de son cabinet en ville, elle a travaillé dans cette clinique d'avortement depuis 2005. C'est dur de revenir ici. Ce n'est pas aussi vivant qu'à l'époque où la clinique fonctionnait et qu'on accueillait les patientes.
En moyenne, on voyait 20 à 25 patientes par jour. Voici une des salles où ça se passait. C'est ici que nous mettions fin aux grossesses. Nous faisions des avortements jusqu'à 21 semaines et 6 jours de gestation, ce qui était alors la limite fixée par la loi en Alabama. Plus de 2300 avortements pratiqués ici l'an dernier, soit un tiers des IVG réalisés en Alabama. Avant la loi, le docteur Robinson accueillait aussi des internes en obstétrique qu'elle formait aux gestes spécifiques à un avortement. Connaître la technique, savoir comment on procède en se référant à un livre, c'est une chose. Mais avoir l'expérience de la pratique en est une autre. Désormais, la loi autorise un médecin à pratiquer un avortement seulement si la vie de la mère est clairement en danger. C'est la seule exception tolérée. Ce n'est pas dans ces circonstances qu'un interne en formation peut s'exercer à pratiquer un avortement. Là, il faut quelqu'un qui ait de l'expérience. Voilà comment se présente le stérilet quand on le sort de son emballage. Voilà la boîte. Ne l'ouvrez pas tant que vous n'êtes pas sûr de pouvoir introduire le stérilet. Dans cette université privée, le docteur Patel montre comment poser un stérilet. C'est le seul qui ait accepté notre caméra. L'université d'Alabama, qui reçoit des subventions de l'État, a refusé. Ici, la foi et les croyances pesaient déjà sur la formation des futurs médecins avant l'interdiction de l'IVG. En Alabama, beaucoup de médecins refusent de poser un stérilet, donc ce qu'on vient d'apprendre, car ils croient que le stérilet provoque des avortements. Résultat, je n'ai pas pu assister à une seule pose de stérilet au cours de mon stage le mois dernier. Les étudiants le savent, l'interdiction de l'avortement crée déjà des inégalités selon l'État où ils font leurs études. J'ai une amie qui est en première année d'internat dans un État du nord-est du pays. Et elle m'a dit qu'elle voit beaucoup d'avortements tous les jours, volontaires et thérapeutiques. Ce qui fait qu'elle a beaucoup d'expérience là-bas par rapport à l'Alabama. Ce qui change vraiment pour la gynécologie obstétrique, c'est que nous avons le droit d'enseigner comment pratiquer un avortement. En principe, ils ne peuvent pas nous l'interdire. Le problème, c'est que la moitié des États n'autorisent pas l'IVG. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, si je fais mes études en Alabama et si je veux apprendre comment on pratique un avortement, eh bien, je vais devoir me rendre 2 ou 3 semaines dans l'Illinois ou dans un autre État où l'IVG est légal pour apprendre à le faire. Le docteur Patel ne se prononcera pas sur la loi devant notre caméra. À cause des restrictions sur sa formation et sa carrière, Kiana, comme la moitié des diplômés de l'État, rêve d'un ailleurs moins étouffant. Ma famille vit en Alabama, alors je pensais être gynéco ici. Mais maintenant, je n'en suis plus sûre du tout. Partir ou rester, la question se pose aussi pour les femmes. Se rendre dans un autre État pour avorter ou alors rester, assumer une grossesse non désirée ou se débrouiller pour y mettre fin. Dans le désert d'avortement qu'est devenu l'Alabama et plus largement le sud des États-Unis, c'est aujourd'hui le dilemme qui se pose aux femmes.